Salut à tous et à toutes, bienvenue à Metro News. À la une de l'actualité, dossier de la construction du canal sur la rivière Massacre. Le gouvernement américain invite ses ressortissants à quitter Haïti avant la fermeture de la frontière haïtiano-dominicaine pour ce jeudi 14 septembre 2023. Et puis, l'ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger et responsable de la Fondation Zilé, Edwin Paraison, révèle que les autorités dominicaines ont établi une liste d'Haïtiens à l'origine notamment de la reprise des travaux de construction du canal sur la rivière Massacre. 3 anciens sénateurs de la République, un ancien Premier ministre et des hommes d'affaires sont dans le collimateur du gouvernement de la République voisine. La cérémonie de lancement de l'année académique 2023-2024 et l'inauguration des 2 écoles dans la Grand'Anse lundi dernier s'est déroulée sans incident, contrairement aux informations faisant croire que le cortège du Premier ministre, Dr Ariel Henry, a été attaqué. Une déclaration du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nespi Maniga. Et dans l'actualité locale, l'ambassade des États-Unis en Haïti a émis mardi une alerte de sécurité de niveau 4 à ses ressortissants afin qu'ils quittent le pays avant la fermeture de la frontière haïtiano-dominicaine. Ceci a été annoncé pour ce jeudi 14 septembre 2023. Les autorités dominicaines ont exigé la suspension des travaux sur la rivière Massacre. Et le gouvernement américain affirme que si la fermeture des frontières a lieu, les citoyens américains qui prévoient de quitter Haïti par la République dominicaine ne pourront plus le faire après le 14 septembre et devront prendre d'autres dispositions. L'ambassade n'est pas en mesure de faciliter l'entrée en République dominicaine par un poste frontalier fermé, précisent les autorités américaines dans le texte accompagnant la lettre. Et puis, l'ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger et responsable de la Fondation Zilé, Edwin Paraison, prône le dialogue avec les Dominicains concernant le canal de la rivière Massacre et décourage la confrontation. Le responsable de la Fondation Zilé prône une diplomatie civile capable de rétablir la confiance et éviter un incident diplomatique majeur. Il confirme que le travail effectué du côté haïtien présente des faiblesses techniques et rapporte que les Dominicains y voient un risque d'un point de vue environnemental. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nespi Maniga, dit n'avoir assisté à aucun débordement contre le cortège du Premier ministre, le Dr Ariel Henry, le 11 septembre dernier, dans la Grand'Anse notamment à l'occasion de la cérémonie de la rentrée des classes et de l'inauguration de 2 établissements scolaires dans la Grand'Anse. Il affirme que l'inauguration des 2 écoles s'est déroulée comme prévu et sans incident. Fondation Digicel, et d'ailleurs, le Premier ministre a dit ça dans le discours, il a remercié tous les partenaires qui ont aidé le ministère, parce que c'est 84 écoles partenaires reconstruites dans le Grand Sud de la tremblement de terre, et puis nous avons inauguré 2 ça hier, plus FNE gain 8 l'autre encore dans le département qui est en prêt pour inaugurer, dans le Grand Sud là, après le tremblement de terre. Digicel reconstruit 4 écoles flambant neuves. Nous profitons de pour nous remercier pour ça. Donc, si nous ne pas parler de 2 écoles que le Fonds national d'éducation construit. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a distribué pour parents première, deuxième année et bientôt pour troisième, quatrième année, 1 million de livres. Nous, d'ailleurs, ce n'est pas Yodi, m'aller dans plusieurs entrepôts, moi filmé, tout le monde au courant, et tous les 10 départements ont commencé à recevoir le livre première, deuxième année fondamentale qui rentre dans le cadre de transformation de l'école là. Un programme unique pour tout le monde, qui tous les IWA, qui tous les Wanamet, tout directeur de l'école, tout professeur de l'école, tout parents, tout élèves, ils suivent le même programme première, deuxième année et bientôt troisième, quatrième année. Tout le monde connaît 5 matières officielles. Et c'est pour ça que nous commençons, à travers un centre d'appel que nous mettons en place, demander tout le monde qui constatait que l'école, malheureusement, a fait abus, qui a demandé de acheter des livres qui sont dans le programme, 10, 12 livres, 15, 16, 20 livres, alors que, en général, on dit premier, deuxième, troisième, quatrième année, il n'y a pas besoin de plus que 5 livres à la limite, plus que 5 matières en particulier. C'est pour ça que nous venons avec concept livre unique là. On dit en première année, il y a 5 matières qui doivent entrer dans un seul livre, mais ce n'est pas la notion de 1 livre là qui est important, c'est le programme qui est unique, programme qui chita sous la science, parce qu'il y a 5 matières que le curriculum ministère met en place, et nous voyons l'école, non seulement on fait par acheter 15, 16, 17, 20 livres,
Yo pas me faire acheter, yo éliminer créole dans le programme. Comme si créole pas dans le programme. Comme si Timon n'a pas passer examen créole dans la 9e année, comme s'il pas passer examen créole dans le baccalauréat, yo pas mettre créole dans le programme. Yo fait Timon acheter 10, 12 livres seulement pour apprendre français. Or, première année, l'école fondamentale l'a dit, c'est communication orale seulement fait en français. Donc, toute l'école ça qui pas respecter curriculum ministère là, eh bien, direction départementale a convoqué et ministère nous pas fait menace. Nous préférons encourager l'école à respecter ça, mais le ministère n'a pas hésité 11 secondes de retirer licence, permis de fonctionnement pour l'école qui a abusé dans ce sens. Effort fait dans la transformation curriculum pour un programme unique dans tout le pays. Les livres commencent à distribuer, nous arrivons jusqu'à 4e année ça, 3e, 4e, nous avons coutu. Le ministère voulait continuer le programme jusqu'à 6e année pour que nous ayons un haïtien formé tout partout, même gens, et ce n'est pas une formation au rabais. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas prendre un créole qu'il ne faut pas parler français, justement. C'est parce qu'on comprend qu'on ne va pas prendre qu'il faut parler français. Puis bien, et surtout, nos pays qui vivent en transition linguistique, bonheur, côté où il y a plus de locuteurs anglais, espagnol que français, pour que l'école là-bas place plus et plus bonheur à langue, ni anglais ni espagnol, c'est ça l'éducation multilingue, et il faut l'école respecter le curriculum ministère. Des syndicats du secteur éducatif haïtien déplorent le manque de volonté du gouvernement de faciliter la reprise des activités scolaires, notamment dans les écoles occupées par des familles de déplacés. Il serait plus rationnel, entre-temps, de trouver de nouveaux espaces pour accueillir les élèves au lieu de contraindre les familles de personnes qui occupent les écoles au déplacement, estime la Confédération nationale des éducateurs d'Haïti, CNE. Pour sa part, l'Union des Normaliens, notamment en éducation, précise que l'État devrait tout mettre en œuvre pour accompagner les déplacés et prendre en main le contrôle du territoire pourvu que les écoles puissent fonctionner normalement. Suivez les propos de Rose-Thérèse Magali-Georges, secrétaire générale de la Confédération des éducateurs d'Haïti. Quand ça a commencé par les politiques, moi je ça, de tout bord, et au pouvoir ou aux abords du pouvoir ou dans l'autre camp, c'est comme si l'école là sont armes pour mesurer échec ou réussite. Vous comprenez? Ça veut dire si nous arrivons à bloquer l'école là, donc, ou bien nous-mêmes, et par exemple, le gouvernement, ça, nous ne pas faire rien pour l'école là ouvrir, ça veut dire c'est comme si nous avons dit, un paquet de monde en face, qui empêche l'école là. Ça veut dire, l'école là, c'est armes pour prouver mauvaise foi ou méchanceté l'autre. Et moun au pouvoir, moi, je servi avec la même, on ne peut pas faire rien pour faciliter la rentrée scolaire. Et il y a des gens même qui dans l'autre camp qui disent l'école n'est pas prouver parce que ces conditions ne sont pas réunies. Mais depuis 2018, par exemple, côté crise, l'école là, assez grave, depuis 2018, nous dit, nous avons demandé pour l'école renvoyer pour les conditions de sécurité réunies. Les conditions de sécurité, c'est aggravé. Nous-mêmes, nous demandons pour l'État chercher Timounio, pour l'école là, jouer Timounio. Timounio déplacé, qui côté yo? Côté yo, il y a l'école. Parents yo décapitalisé, ba yo accompagnement pour yo une capacité pour yo voyer petit à l'école. Là les pays loin, c'est ça comme tout un problème de fond. Un problème de fond qui c'est une lutte contre le savoir. Ça veut dire et ça me parler de l'école obligée à faire en cachette. Gon attaque contre l'école, donc attaque contre le savoir et puis moins dur pas aucune volonté politique pour faire éducation. Ouais, par exemple, dans l'école publique, et jeudi à la 13 septembre, c'est ça, professeur de l'école publique, pas qu'on touche moi d'autres. Ça veut dire que le gouvernement pas de prendre mesure pour l'école là ouvrir. Et il y a une série de l'école qui quand. Mais c'est l'État pour déplacer, pour bailler au côté pour y aller. Si l'État pas côté pour y aller, parce que c'est plus facile pour déplacer l'école là qu'on déplacer quand même. Les plus facile au journal local pour loger l'école là. Qu'on y a, qu'on déplace 3-4 000 familles qui sont dans l'école. Donc, les plus facile. Donc, nous-mêmes, nous avons identifié des locales que le ministère a 40 ans pour parler avec Météo pour reloger l'école en attendant que l'État mette sécurité dans le quartier parce que les gens, c'est sécurité au besoin pour retourner la caille. Et en attendant pour reloger les gens, ils ne peuvent pas déplacer dans l'école là. Parce que yo pas qu'on côté pour aller l'état pas qu'on prend mesures nécessaires pour retourner la caillou mais l'école là qu'a déplacé
et puis il y a des gens qui déplacent à la province, côté Aléa, c'est l'État sorti communiqué, mandé direction l'école, accueillir les déplacés internes. Donc il y a toute une série de mesures pour le gouvernement annoncer, il pas annoncé. Donc nous connaissons ça comme dit, quelque part, nous par contre qui les pays arrivés, non, point, pas vouloir à l'école. Nous par contre qui les arrivés là. Madame, Monsieur, notre invité ou l'une de nos invités d'aujourd'hui, c'est Madame Marie-Christine Stephenson, ancienne ministre du Tourisme, mais notamment qui est présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Haïti, CEMA, qui présente notamment une collection inaugurale, s'il le faut, qui s'appelle Makaya. Makaya, sous la bannière de cette nouvelle marque artisanale, Menou Caribé. Je fais cette courte présentation pour recevoir Marie-Christine Stephenson qui certainement nous en dira beaucoup plus. Marie-Christine Stephenson, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Bonsoir, bonsoir Jean-Jules, merci pour l'invitation, merci de nous donner la possibilité en fait d'inaugurer avec vous ce défilé de mode qui va avoir lieu aujourd'hui dans exactement 10 minutes au Metropolitan Pavilion à New York City dans le cadre du Fashion Week de New York. Nous avons l'immense honneur de pouvoir y participer, de présenter Haïti à travers une collection inédite et collective, véritablement, un mariage entre la créativité de nos designers et le savoir-faire de bon nombre de nos artisans, pas moins qu'une dizaine d'artisans qui ont participé dans cette collection. C'est magnifique. Merci. Merci aussi de votre disponibilité, Marie-Christine. Makaya, c'est jusqu'à New York que cela va se faire. J'ose poser cette question quand même. Pourquoi à New York? Bon, écoutez, le monde de la mode est ce qu'il est. Et il faut être dans les grands rendez-vous internationaux, mais aussi nationaux. Et nous avons donc l'opportunité de pouvoir y participer, de présenter notre production et éventuellement de trouver des débouchés pour notre collection pour la future saison printemps-automne 2024. Vous savez, dans le secteur de la mode, c'est toujours une saison en amont que ça se prépare, voire 2 saisons en amont. Donc voilà, on est quand même, malgré la situation du pays, on est avec nos talents là où il faut être pour vendre la beauté de notre pays et la richesse en fait de notre culture. Alors, vendre ici, c'est au propre et au figuré ou bien seulement vendre comme en termes de vente donner et recevoir de l'argent ou bien en termes d'exposition? Est-ce que ça veut dire aussi exposer la beauté, la diversité d'Haïti? C'est d'abord cela, hein? C'est d'abord cela. Il s'agit d'établir des contacts, il s'agit d'être dans la vitrine en fait du monde, de la créativité, de l'innovation. Et nous voulons montrer ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a d'excellent dans la Caraïbe. Et nous avons la prétention de porter haut le flambeau de la créativité caribéenne. Donc voilà, d'où le nom de notre label qui s'appelle Menou Caribé, qui se veut vraiment une collection singulière et qui est une première étape en fait pour continuer à mettre en valeur l'ensemble de la créativité caribéenne et de les marier en fait. Pas seulement les artistes et designers haïtiens, mais aussi, pourquoi pas, les artisans de la République dominicaine, de la Jamaïque, en fait, tous les pays de la Caraïbe qui ont quelque chose à montrer au monde en termes de créativité. Vous avez un effectif de mannequins, de vêtements, mais aussi et surtout, je dirais, de produits à exposer, à se défiler à cet événement. J'ai pas entendu. Est-ce que vous avez un nombre spécifique de mannequins, de produits, de vêtements? Nous présentons 20 pièces. Pardon? Nous présentons 20 pièces. Nous présentons une vingtaine de pièces. Alors, de pièces, de complets, si vous voulez. Donc, il y a des accessoires aussi d'autres designers comme Daphne Floréal qui a bien voulu accessoiriser les tenues. Il y a des chaussures de 2 mains
demain, c'est l'atelier de cuir qui a voulu collaborer avec nous, ainsi que INIC. Et les vêtements, en fait, c'est le résultat de la conception entre Sandra Rousseau et David André, qui est le directeur artistique de la collection, et qui ont dirigé plus d'une dizaine d'artisans dans les domaines de la broderie, dans les domaines de la maroquinerie, qu'est-ce qu'on a d'autre? Couture, perlage, etc. En fait, toutes les petites mains qui font qu'une pièce soit absolument unique. Maintenant, vous avez parlé de la participation d'Haïti. De la culture haïtienne. Vous avez parlé de la participation d'Haïti. Il y a ce défilé pour ce 13 septembre. Maintenant, quelles sont les espérances? Je veux parler des retombées, de l'espoir et de ce que cela peut apporter ou pourra apporter en termes d'impact sur l'artisanat, la mode haïtienne, entre autres. Le premier impact, c'est le maintien de l'espoir, en fait. C'est maintenir l'espoir chez les créateurs. N'oubliez pas qu'actuellement, les artisans et les artistes sont particulièrement touchés par la situation sociopolitique et surtout la situation d'insécurité. Donc, je vous rappelle que les poches de création sont systématiquement prises d'assaut, que ce soit à Croix-des-Bouquets, que ce soit à Carrefourfeuille, Jacmel qui est aujourd'hui coupé du reste du pays, et le Bel Air qui est quasiment dans une situation de guerre tous les jours. Donc, quelque part, c'est un hommage aux créateurs haïtiens et à tous nos artisans. Donc, en cela, c'est déjà un cri d'espoir et en même temps un appel, en fait, pour que les artisans et les poches de création soient enfin libérées. Et puis, d'autre part, c'est vraiment créer des contacts, des opportunités pour l'avenir, éventuellement des commandes pour cette collection et continuer de l'avant avec, disons, ce nouveau mode de création qui n'est pas basé seulement sur une PME, un créateur. En fait, là, c'est vraiment de montrer qu'on peut faire combite aussi au niveau culturel et au niveau de la création. Merci. Dernier mot avec vous, Marie-Christine Stephenson, présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Haïti, SEMA, qui est fière de présenter sa collection inaugurale Makaya sous la bannière de... Notre collection. Oui, la mienne aussi, la vôtre aussi, en tout cas notre collection, sous la bannière, si vous voulez, de cette marque artisanale Menou Caribé. Donc, un dernier mot pour finir avec cet entretien, si vous voulez, culturel à l'espace ou au journal Métro News. Absolument. Merci déjà à Métropole de nous accorder cet entretien. Je tiens à remercier les bailleurs qui ne sont pas très nombreux, mais quand même, grâce à qui nous avons pu aboutir avec le projet. Déjà, il faut rappeler que c'est une deuxième phase d'un projet qui avait vu le jour il y a 2 ans de ça, avec le Fashion Accelerator financé par la Banque caribéenne de développement et qui avait été accompagné par la FOCAL, donc que nous remercions. Et cette année, donc phase 2, nous avons bénéficié du support de l'ambassade de Suisse qui a cru dans notre proposition, dans notre audace aussi, on peut dire. Et nous avons aussi bénéficié du support de la Banque de la République d'Haïti et de support d'initiatives privées comme Sokaga. Et voilà, nous sommes, avec les maigres moyens, nous sommes aujourd'hui à New York City pour pouvoir présenter Haïti, vraiment sous un nouveau jour. Merci et j'espère qu'on aura l'occasion de vous montrer ensuite le lookbook qui est en cours de préparation. On a aussi un site internet en cours de préparation et on espère pouvoir vendre en ligne très bientôt. Voilà. Donc encore merci à David André, à Sandra Rousseau, à Régine Tesfabius, à Mackenzie Smith, Edwin Magloire, François Charvenet, qui est notre trésorier,
Shelda Métayer, artisane, spécialiste de couture. Aubens Miltidor, Armel Rose Williams, qui fait le crochet et qui fait même des petites chaussures en crochet. Jean-Claude Ramens, qui est spécialiste en cordonnier. Et la liste est longue, Marie-Christine. Voilà, j'ai tout dit. Et merci parce que c'est super important de valoriser chaque artisan, chaque créateur. Et merci à vous, Marie-Christine Stephenson, de la Chambre des métiers de l'artisanat d'Haïti, de votre disponibilité. Donc, merci. Alors, il y a le lien pour suivre en ligne. Donc, c'est maintenant le passage de la Chambre des métiers de l'artisanat. Donc, c'est sur notre page Facebook, donc je vous invite à aller regarder. Et puis, bon CEMA spectacle. 08 pour la page Facebook. CEMA 08 pour la page Facebook. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci à vous et succès à cette cérémonie, à cette activité, à ce programme, à ce show, évidemment. Voilà, Marie-Christine Stephenson de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Haïti, CEMA, qui vous informe de l'organisation de la participation d'Haïti à cet événement important qui se réalise à New York, où Haïti est bel et bien représenté. Le temps de mettre fin à l'édition de Métro News d'aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Dossier de la construction du canal sur la rivière Massacre. Le gouvernement américain invite ses ressortissants à quitter Haïti avant la fermeture de la frontière haïtiano-dominicaine pour ce jeudi 14 septembre 2023. L'ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger et responsable de la Fondation Zilé, Edwin Paraison, révèle que les autorités dominicaines ont établi une liste d'Haïtiens à l'origine de la reprise des travaux de construction du canal sur la rivière Massacre. 3 anciens sénateurs de la République, un ancien Premier ministre et des hommes d'affaires sont dans le collimateur du gouvernement de la République voisine. Et finalement, la cérémonie de lancement de l'année académique 2023-2024 et l'inauguration des 2 écoles de la Grand'Anse lundi dernier s'est déroulée sans incident, contrairement aux informations faisant croire que le cortège du Premier ministre, le lieutenant Ariel Henry, a été attaqué. Une déclaration du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Vaniga. Et voilà qui met fin à l'édition de Métro News d'aujourd'hui. Restez sur Télémétropole pour la suite de la programmation. Au revoir.